Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant qui est les modes de collaboration là, intégrés. Écoute, il y a plein de noms qui vont avec ça. Vous allez voir, il y a plein d'acronymes dans le cadre de la présentation. Donc, les modes contractuels, les Early Contractor Involvement, pour ceux qui connaissent l'expression en anglais. Donc, François Tremblay, merci pour la présentation. Rodrigue. Donc, au cours des 20 dernières années de pratique que j'ai dans la construction, j'ai utilisé plusieurs modes contractuels. Ça va à la conception, construction qui est plus standard, au gros PPP, à la gérance. Bref, un amalgame là, de tous les modes contractuels qu'on va découvrir ensemble lors de la présentation. Mais tout d'abord, voici le contenu. Donc, on va démystifier c'est quoi là, le Early Contractor Involvement, le IAE qu'on utilise en français, comment ça fonctionne. On va parler de certains modes contractuels dans lesquels on peut utiliser ce mode contractuel-là. Écoute, il y a un petit sujet connexe, là, ça va être couvert là, par un tableau synthèse de qu'est-ce qu'on va dire. Là, on a essayé de tout rentrer dans une boîte avec des beaux petits schémas pour que ce soit facile à comprendre. Donc, allons-y. C'est quoi l'introduction, dans le fond, l'implication en amont de l'entrepreneur? On est plus habitué d'entendre de Early Contractor Involvement. Là. Je vais probablement utiliser cette expression-là dans le cours de la présentation. Donc, ce n'est pas un mode contractuel. C'est si vous cherchez dans les contrats standardisés là, de la construction, il n'y en a pas qui s'appelle IAE. Donc, c'est vraiment une façon de penser. C'est, je vous dirais, c'est un souci d'efficacité, comment faire un projet le plus efficace possible dès le premier coup et non revenir en arrière. Donc, c'est vraiment une façon de penser pour introduire l'entrepreneur, le constructeur, celui qui va exécuter les travaux le plus tôt possible dans le projet pour rendre ça le plus efficace possible. Grosso modo, c'est ça l'intention de l'implication en amont d'entrepreneur. Donc, il y a plusieurs modes contractuels qui peuvent utiliser cette philosophie-là. On va les découvrir ensemble, mais juste avant, on va regarder finalement c'est quoi les phases dans un projet, comment ça fonctionne tout ça. Donc, vous voyez en X, ça c'est le facteur temps. Donc, ça c'est la durée du projet. Puis en Y, c'est la capacité d'influencer dans un projet. On va, clairement, ça c'est la courbe, là, donc la capacité d'influencer plus qu'elle est au début du projet, plus qu'elle est forte. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. Puis, je vous dirais, la capacité d'influencer, c'est l'air sous la courbe. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir mon curseur, mais vraiment la courbe qui est tracée en bleu, là, ça, c'est l'air qui est sous ça, c'est la capacité d'influencer, tout dépendamment, on est où au niveau d'avancement du projet. On va rajouter là-dessus la courbe là, au niveau du coût de l'argent dépensé. Là. Donc, vous pouvez voir qu'il se crée une S-curve là, qui est bien connue dans la construction. Donc, ça, c'est les déboursés. Donc, c'est l'investissement du client en cours d'exécution du projet. On va faire un découpage un peu plus fin au niveau du facteur temps. Donc, ça, c'est, je vous dirais, les phases importantes là, en cours de projet. Donc, un projet est débuté est découpé en plusieurs parties. Donc, la première partie qui est le concept, c'est la faisabilité. Ensuite, il y a des études pré-conceptuelles qui peuvent se faire, la conception détaillée ensuite. Et la construction arrive, vous voyez, là, c'est vraiment dans la quatrième étape que la construction arrive. Puis ensuite, c'est le démarrage puis la livraison du projet. Donc, maintenant, regardons comment ça se passe avec un projet que je vous dirais qui est conventionnel, donc un projet qui est fait en plans et devis. Donc, vous voyez que l'entrepreneur arrive vraiment juste à la phase construction, qui est la quatrième étape finalement dans le cycle de vie d'un projet. Donc, l'entrepreneur n'a pas participé au concept, à la faisabilité du projet, aux études préconceptuelles. Il n'a pas non plus participé à l'élaboration des plans de vie détaillés. Donc, il y a vraiment, je vous dirais, un apprentissage à faire. Une fois que l'entrepreneur arrive au projet, paf, tout l'historique derrière lui, c'est de l'inconnu. Lui, il arrive, puis il va exécuter qu'est-ce qui est sur les plans. Il ne peut pas chercher à comprendre pourquoi on est rendu là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en arrière. Il n'en a aucune idée. Donc, il y a vraiment un apprentissage. Je vous dirais qu'il y a un clash entre l'équipe qui a participé au projet depuis jour 1, donc qui a fait les concepts, qui a fait l'étude préconceptuelle, puis qui a fait les plans et devis avec le client.
Donc, il y a comme une équipe qui s'est créée, puis paf, il y a un chien qui arrive dans le jeu de quilles qui s'appelle l'entrepreneur général, que lui regarde tout ça, puis il arrive là avec ses gros souliers, puis écoute, il peut poser certaines questions, des fois qui peuvent paraître bêtes, puis qui peuvent faire mal paraître des gens qui sont dans le projet depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est un peu, je vous dirais, ça arrive un peu comme du bruit. L'entrepreneur arrive, puis paf, ça change de mood, ça change d'équipe. Ce n'est pas un mode vraiment collaboratif. Maintenant, regardons au niveau du conception-construction, qui est un design-build, qui est un type contractuel, je vous dirais, qui est connu, qui est répandu, qui va bien. En passant, juste une petite parenthèse, il n'y a pas de mauvais mode contractuel. Tu sais, les modes contractuels, je pense qu'on peut tous les utiliser. Il n'y en a pas de mauvais. Il y a juste des mauvais matchs entre des attentes du donneur d'ouvrage et le mode contractuel. Donc, c'est surtout là. On va le voir tantôt là, avec mon tableau résumé à la fin. Dans le fond, il n'y a pas de mauvais mode. C'est vraiment juste un mauvais match entre un projet et un mode contractuel. C'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, je reviens au design build, là, aux conception-construction. Donc, l'entrepreneur, qui est concepteur-constructeur dans le cas de ce mode contractuel-là, arrive avec une étape avant. Donc, il arrive au niveau de la conception détaillée puis d'approvisionnement des matériaux. Donc, il y a, je vous dirais, une implication d'une étape supplémentaire au niveau de la phase projet, qui est quand même bon. On va voir tantôt, là, il y a une slide qui va nous montrer c'est quoi les points forts et les points moins forts d'un conception-construction, donc un design build peu réduit standard. Mais maintenant, regardons comment ça se passe au niveau du Early Contractor Involvement, l'implication en amont de l'entrepreneur. Donc, clairement, vous voyez qu'au jour 1, l'entrepreneur fait partie de l'équipe de projet. Donc, l'entrepreneur peut participer au concept. Ça veut dire, est-ce qu'on installe le projet sur le terrain A ou le terrain B? Est-ce qu'on le fait en structure d'acier ou en structure de béton? Est-ce qu'on fait un radier ou on y va en pieux? Donc, il y a vraiment des décisions importantes en début de projet qui ont un impact jusqu'à la fin du projet, qui ont un impact sur le coût. Donc, la capacité d'influencer est super importante au début. D'avoir un entrepreneur dès le jour 1 sur un projet, c'est primordial pour avoir un projet qui est le plus efficace possible au niveau coût et au niveau temps et au niveau qualité. Donc, vous voyez que la capacité d'influencer est à son maximum, alors que les dépenses en énergie, les dépenses monétaires au niveau du client sont à son minimum aussi. Donc, le meilleur impact qu'un entrepreneur peut avoir sur un projet, c'est en avant-projet. Moi, quand je parle avec mes clients, là, je leur dis tout le temps, 85% de la valeur que je peux créer est en avant-projet. Ça peut paraître bête, parce que les gens sont habitués de voir un entrepreneur arriver avec des prix, puis il arrive, il y a des plans, ça prend des plans pour travailler, mais ça, il faut casser ce mythe-là. C'est vraiment la valeur que l'entrepreneur peut créer est en avant-projet. Puis quand je vais avec mon 85%, je suis pas mal convaincu que je suis right on, je suis direct dessus parce qu'une fois que les plans sont dessinés, une fois que l'argent est investi, une fois que le temps est derrière nous, revenir en arrière sur certains concepts fondamentaux. Pour donner un exemple, est-ce qu'on y va en structure d'acier ou en structure de béton? Il est trop tard pour retourner en arrière. On n'est plus là au niveau décisionnel. Donc, clairement, tout ce qui reste à faire, 15% de valeur que l'entrepreneur peut créer, c'est peut-être trouver des alternatives au niveau des matériaux, au niveau des équipements. Peut-être trouver un entrepreneur spécialisé qui s'est trompé, mais on ne peut pas faire vraiment plus que ça. Donc, ça, c'est la slide là, qui parle un peu de c'est quoi les plus et les moins au niveau du conception-construction, donc le design-build qui est plus standard, que la plupart d'entre vous connaissez probablement. Donc, le concepteur et le constructeur, c'est le même. Donc, c'est un concepteur-constructeur qui est embauché. Puis, on peut arriver une étape avant un plan de devis, une étape avant dans le cycle du projet. Donc, ça, on est capable d'innover, on est capable de trouver des solutions, on est capable de, je vous dirais, d'améliorer le projet par rapport à un projet qui est en plan de devis standard. Par contre, le maître de l'ouvrage a un peu moins d'implication pendant la phase, je vous dirais, une fois que le concepteur-constructeur arrive, l'implication du maître d'ouvrage, c'est plus quelque chose qui est de la revue de documents. Il faut vraiment que son PFT en amont ait été fait de façon exemplaire pour être sûr que le client obtienne exactement ce qu'il veut. Parce que c'est sûr que
l'efficacité d'un projet en conception-construction dépend de la qualité du PFT qui a été produit. Puis un autre point, je vous dirais, un des points faibles de la conception-construction qu'on connaît, qui est un peu plus standard, c'est le stipend. C'est que, dans le fond, le client sélectionne 3 proposants, puis il y en a seulement un qui est choisi, alors qu'il donne une compensation financière aux 2 autres. Puis la compensation financière, habituellement, n'est même pas assez élevée pour couvrir les frais que le concepteur-constructeur a payé finalement pour produire sa proposition. Donc, ça, c'est vraiment un point faible. Je vous dirais que c'est un point faible autant au niveau du concepteur-constructeur qui n'est pas choisi qu'au niveau du client qui paye finalement un dédommagement d'entrepreneur parce que les deux, finalement, ne sont pas contents. Il y en a un qui paye pour rien, puis l'autre, ben, il a payé plus cher que le montant qui a été donné en dédommagement. Donc, ça, c'est un point un petit peu négatif là, du conception-construction standard. Ça, c'est le schéma de communication dans un projet où l'entrepreneur ne fait pas partie de l'équipe, finalement, dans la partie gauche. Donc là, on connaît le processus là, standard, c'est que, bon, on pose nos questions par écrit, les questions sont reçues, sont analysées, sont retournées. Donc, tu sais, le flow de communication n'est vraiment pas optimal dans un projet qui est standard. Donc, il y a des délais, il y a beaucoup joué sur les mots. Je vous dirais, il y a une perte aussi d'intérêt à un moment donné, là, quand les questions sont anodines, ben là, il y a un peu de frustration qui se crée. Des fois, du côté des professionnels, ou quand il y a des réponses, que c'est des réponses de langue de bois, ben là, il peut y avoir aussi des frustrations qui peuvent se créer du côté de l'entrepreneur. Donc, ce n'est pas un flow efficace de communication, alors qu'on sait que la communication dans un projet, c'est la clé. Donc, vous voyez du côté droit, l'entrepreneur est assis à la même table finalement que le client, que les autres professionnels. Donc, on a vraiment une efficacité au niveau de la communication dans ce type de projet. Maintenant, là, on a parlé tantôt le graphique, on a vu le graphique. Là, maintenant, celui-là, c'est, je vous dirais, les efforts qui doivent être faits sur l'axe Y au niveau du client, puis les comportements au niveau de la collaboration. Donc, c'est sûr que plus qu'on va dans un mode alternatif, plus qu'on doit s'attendre à une collaboration des équipes. Quand on dit collaboration, c'est pleine collaboration, c'est pleine confiance. Faut changer le mode, tu sais, que c'est un entrepreneur, puis lui, c'est un professionnel. C'est que tout le monde doit être sur le même pied. Tout le monde est là pour jouer son rôle. Puis tout le monde doit se faire les passes et palettes pour être sûr que c'est le projet au bout de la ligne qui soit gagnant et non juste une des entités de l'équipe. Donc, si on regarde du côté gauche, bon, qu'est-ce qui est faible au niveau de la collaboration? Mais c'est sûr que c'est off construction, ça, c'est les plans de devis. Plans de devis, la collaboration, ça rime pas. Là. Donc, c'est vraiment, si c'est dessiné sur le plan, c'est inclus, ça va être exécuté. Si ça ne l'est pas, ben, donne-moi une directive de modification pour pouvoir l'exécuter. Puis là, ben, c'est la chicane qui pogne. Vous connaissez ce mode contractuel-là là, qui est pas tellement collaboratif, mais c'est par contre un mode qui ne demande pas beaucoup d'efforts au niveau du donneur d'ouvrage. Il se cache derrière, ben, il se met derrière finalement ses professionnels. C'est les professionnels qui répondent aux questions, qui émettent les directives adéquates. Quand on s'en va dans un design construction, là, la collaboration est là, mais il faut que ça soit à l'intérieur finalement du PFT qui a été écrit. Donc, plus que le PFT est clair, moins que ça crée, je vous dirais, d'ambiguïté au niveau de la proposition qui va être faite par le concepteur-constructeur. Donc, mieux ça va se passer. Puis ensuite, ben là, on s'en va en montant. Donc, la gérance de construction, ça, c'est un mode qui est collaboratif. C'est un mode qui est très flexible. On va le voir tantôt plus en détail. Sinon, il y a le design construction progressif, là, ou la conception, construction, entrepreneur général, un design assist, on verra aussi c'est quoi tantôt, jusqu'à l'IPD et le Alliance. Bon, écoute, on dit avec les modes contractuels, on va les prendre un par un. Donc, la conception, construction. Comment ça fonctionne finalement? C'est le maître de l'ouvrage. Bon, il prépare un dossier d'appel de
qualification. Il y a un appel de qualification qui se fait. Ensuite, il y a 3 entrepreneurs qui sont sélectionnés sur cette base de qualification-là. La qualification est souvent basée sur la qualité des individus que le concepteur-constructeur va proposer. Souvent aussi sur l'expérience du concepteur-constructeur, sur le type de projet attendu, donc pour des projets de même envergure ou de même nature. Puis ensuite, il y a une proposition. Une fois que la qualification est faite, là, on passe à l'étape de proposition. Donc, il y a 3 proposants qui vont monter des propositions. Pendant le temps de la proposition, il va y avoir des ateliers pour discuter finalement de certains éléments techniques ou certains éléments contractuels avec le client. Puis ensuite, on dépose finalement, les proposants déposent une proposition avec des plans, avec un avancement de environ 10 ça dépend de projet en projet, mais c'est des plans qui sont quand même préliminaires, mais qui permettent de comprendre la direction qui est proposée pour le projet. Donc, ça, c'est le mode qu'on connaît. Donc, on en a parlé tantôt. Ça maximise la concurrence. Le transfert de risque, c'est sûr que le transfert de risque est transféré vers le concepteur-constructeur, donc le client a transféré ce risque-là. C'est coûteux. On en a parlé tantôt. Là, je ne veux pas revenir. J'ai débordé tantôt de ma slide, mais allons-y. Ça, c'est idéal finalement pour les nouveaux projets où il y a un programme des besoins, où c'est clairement défini finalement. Là, le PFT est clair. Ça, c'est super. Ça fonctionne bien. Il y a souvent des clients publics qui font des projets, je vous dirais, de même nature assez souvent, ils améliorent leur PFT de projet en projet. Donc, quand il y a un PFT qui est disponible, puis qui est clair, puis qui est précis, le mode conception-construction est adéquat pour ce genre de projet-là. Par contre, c'est un projet qui est moins dirigé pour les usagers. En cours de route, c'est les changements, les directives de modification au niveau de la conception-construction sont plus difficiles qu'un projet en gérance ou qu'un projet d'un autre type qu'on verra tantôt. Donc, la gérance maintenant. La gérance, le principe de base, c'est que le maître de l'ouvrage donne des mandats à des professionnels. Donc, il embauche ses architectes, ses ingénieurs, toute son équipe de professionnels. Puis, il vient embaucher aussi un gérant de construction. Donc, le gérant de construction est sur la même ligne hiérarchique que les professionnels. Donc, le professionnel, le client, c'est-à-dire, c'est créer une équipe de concepteurs-constructeurs, mais il n'y a pas de lien hiérarchique entre l'entrepreneur et les professionnels. C'est vraiment des liens directs avec le client. Donc, le client doit jouer parfois des rôles d'arbitre là-dedans, mais c'est un type de projet qui est très répandu. La rémunération de l'entrepreneur général est basée sur un pourcentage sur le coût de construction. Et puis, la sélection, finalement, encore une fois, la sélection d'un entrepreneur gérant, ça passe par, dans le fond, une qualification où l'offre monétaire est accompagnée, finalement, de CV et de fiches de projet de même envergure ou de même complexité, pour être capable de démontrer finalement l'expertise de la firme en même temps qu'on donne les CV des gens qui vont travailler sur le projet pour démontrer finalement l'expertise de l'équipe pour le bien du projet. Donc, les projets en gérance, quand il y a un projet qui presse, que le PFT n'est pas bien monté, que les morceaux ne sont pas tous attachés, mais qu'il y a urgence de commencer, c'est un modèle contractuel qui va très bien. Donc, ça permet d'avoir inboard le plus rapidement possible toute l'équipe pour pouvoir déjà commencer à réfléchir avec les données, je vous dirais, non complète, mais déjà commencer à réfléchir. Donc, on est capable de commencer un projet beaucoup plus rapidement avec un modèle en gérance qu'avec avec les autres types de modes contractuels. Ou des fois, il y a des projets que la définition, la portée des travaux n'est pas claire. Je vous dirais, mettons, la rénovation de bâtiment patrimonial. Il n'y a pas personne qui va être capable de donner un prix fixe là-dessus. Donc, il peut y avoir des surprises quand on ouvre les murs. Il peut y avoir plein plein d'imprévus. Donc, en cas de gérance de construction, les imprévus sont gérés au fur et à mesure qu'ils sont arrivés.
Puis, encore une fois, la rémunération de l'entrepreneur vient en pourcentage du coût d'exécution des travaux. Puis, il y a une bonne transparence avec l'octroi des contrats. Donc, l'entrepreneur gérant demande aux professionnels de travailler en priorité sur certains documents pour pouvoir lancer un appel d'offres pour que, dans le fond, pour que l'échéancier du projet puisse bien se dérouler en fonction de l'approvisionnement. Donc, il y a une super bonne transparence entre tous les membres de l'équipe là-dedans. Par contre, la cadence, la vitesse finalement du projet peut être dictée par la capacité des professionnels à fournir les documents qui sont demandés. Au niveau de l'innovation, ce n'est pas le mode contractuel qui permet le plus d'innovation. Puis je l'explique, c'est que habituellement, les projets en gérance, comme ça, quand on lance des lots d'appels d'offres, il faut qu'il y ait une compétitivité. Habituellement, ça prend 2 ou 3 prix. C'est sûr qu'il faut rester finalement dans des concepts qu'on va savoir qu'on va recevoir finalement un feedback, qu'on va recevoir des prix du marché. Donc, on peut pas, c'est pas le mode contractuel pour se lancer dans l'innovation de modulaire ou d'éléments préfabriqués. Puis des fois, ça peut être difficile d'aligner finalement les 3 parties. Bon, ça, on en a parlé. Sinon, le conception-construction progressif. Ça, c'est un mode contractuel que Défense Canada utilise depuis longtemps. Puis maintenant, il y a Infrastructure Ontario, puis il y a la SQI qui se lance aussi dans ce mode contractuel-là, qui est intéressant. En gros, c'est la première étape, c'est une qualification. Donc, ça fonctionne un peu comme les design build qu'on a parlé tantôt, les conceptions-construction. C'est qu'on doit répondre finalement au client avec une équipe de concepteurs et une équipe de constructeurs pour être capable de répondre à la demande. Mais dès le départ, on n'a pas le programme. On ne sait pas exactement c'est quoi que le client veut avoir. Donc, nous autres, on répond avec une équipe de professionnels, avec une équipe d'entrepreneurs général, avec des projets de même envergure, de même type, pour se faire choisir. Puis une fois qu'on est choisi, bien là, on établit avec le client le programme et, je vous dirais, le concept est fait à livre ouvert avec le client, puis on monte finalement une espèce de projet en prix maximum garanti avec le client, avec nos professionnels. Donc, il y a des échanges qui se font avec les usagers aussi. Donc, quand le end user du projet est alentour de la table, c'est sûr qu'il faut être à l'écoute au niveau des cycles de vie et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un mode qui est nouveau pour la SQI puis IO, mais qui existe pour Défense Canada depuis longtemps et qui fonctionne bien. C'est un mode qu'au niveau de la collaboration, il est au-delà, je vous dirais, de la gérance. Puis l'entrepreneur est rémunéré pour les efforts de la conception. Si jamais ça ne fonctionne pas, le projet, pour X, Y raison, ne fonctionne pas, bien, l'entrepreneur est rémunéré. Donc ça utilise une meilleure utilisation des fonds du client parce qu'il n'y a pas de concours finalement. À la première phase, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de stipend à ces projets-là parce que finalement, l'information arrive en phase 2 pour être capable de faire une proposition. Par contre, ça demande au client d'avoir une équipe là, de son côté qui est expérimentée parce qu'il va travailler finalement avec le constructeur et avec les concepteurs pour monter le projet. Donc, ça demande un plus grand effort au client de ce côté-là. Tantôt, on parlait là, du end user, là, puis fait que c'est des projets qui sont dictés par les coûts d'exploitation ou d'entretien. C'est sûr que quand les gens qui opèrent participent avec nous, ben, c'est par souci d'efficacité dans le temps et non juste au coût de construction. Donc, ça, c'est idéal pour ça. Faut par contre que le client sache qu'est-ce qu'il va avoir. Puis, si on veut introduire de l'innovation, c'est vraiment, vraiment le mode contractuel, je vous dirais, à privilégier parce qu'on est assis directement avec le client et avec l'usager. Donc, s'il y a des éléments qu'on veut pousser, qu'on veut optimiser ou qu'on veut créer des affaires qui n'existent pas, mais je pense que ça, c'est une super belle approche. C'est un beau mode contractuel pour permettre cette approche-là. Puis les régions éloignées, c'est sûr que si on veut innover pour être capable d'amener, je dis n'importe quoi, du modulaire dans le Grand Nord, ben, c'est le mode contractuel par excellence.
Sinon, l'autre qui est le design assist ou le conception-construction entrepreneur général, celui-là, c'est un peu un hybride. Euh, Au début, on est embauché comme une gérance. Puis on participe finalement avec les professionnels à faire avancer le projet. On peut en venir à faire un prix à un certain moment, je vous dirais, en cours d'exercice, ou ce qui se voit aussi, c'est quand on lance des lots de sous-traitance. Ben, quand le prix arrive, ben là, on devient entrepreneur général pour ce lot qu'on vient d'octroyer. Dans le fond, c'est comme si le projet se dérisque pour le client en cours d'avancement. Donc, on fait un budget, on travaille avec les professionnels, on établit un budget, on lance des appels d'offres. Aussitôt que les appels d'offres rentrent, par exemple, l'excavation, ben là, l'excavation devient forfaitaire basée sur les documents où ils sont présentement. S'il y a une évolution dans le temps des documents, ben là, c'est corrigé un peu comme un plan de devis standard. Donc, les directives de modification sont émises pour venir corriger. Puis après ça, ben, le lot de, je dis n'importe quoi, de coffrage arrive, ben là, le lot de coffrage est octroyé. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, le projet se dérisque du côté client, puis il devient un petit peu plus risqué du côté entrepreneur général. Mais par contre, il est compensé si jamais il y a des directives de modification ou des changements qui arrivent dans le temps. C'est un type de contrat qui est utilisé par la SQI, entre autres. Écoute, ça fonctionne. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais projet. Il faut juste bien choisir en fonction. Il n'y a pas de mauvais mode contractuel. Il faut juste bien le choisir en fonction du projet. Donc, le transfert de risques, on en a parlé. Bon, une véritable collaboration avec les trois parties, c'est sûr que l'entrepreneur est là au jour 1, donc il est capable de collaborer puis de bien faire avancer les choses, puis d'être efficace, parce qu'au bout de la ligne, c'est lui qui va l'exécuter en mode comme forfait, là, un hybride forfait. Donc, c'est ça pour celui-là. C'est idéal pour un projet qui est défini avec des aspects d'exécution complexes. Les usines de traitement d'eau, exemple, ça, c'est un bon exemple. Là, si on ne connaît pas encore le procédé qui va se faire à l'intérieur de la bâtisse, ben, c'est difficile de le prendre forfaitaire dès le début. Donc, on est en gérance jusqu'à un certain moment que quand toutes les informations arrivent, OK, le procédé est choisi, OK, on fait des corrections au niveau de la structure, au niveau du bâtiment. Puis après ça, ben, les lots peuvent être forfaitisés par l'entrepreneur. Même affaire au niveau des rénovations, j'en parlais tantôt, un bâtiment patrimonial, c'est un mode contractuel qui peut être utilisé. Sinon, les projets en mode intégré, les IPD. Les IPD, c'est pas quelque chose qui est super utilisé, je vous dirais, dans le Canada francophone, un peu plus dans le Canada anglais. C'est pas un mode contractuel, je vous dirais, qui est très utilisé. Ben là, je parle pour mon expérience personnelle, là, les projets qui ont été sous moi, je ne l'ai jamais utilisé, celui-là. Dans le fond, celui-là, c'est qu'on fait une équipe de concepteurs, une équipe d'entrepreneurs, puis les intervenants arrivent avec une séparation finalement des risques, puis je vous dirais, des bénéfices au niveau du projet. Donc, tout le monde travaille pour la même poche en fonction d'un budget. Donc, il y a un budget qui est établi. Puis tout le monde travaille avec les meilleures idées pour s'assurer d'arriver à l'intérieur du budget. S'il y a des savings sur le projet, ben, c'est réparti aussi avec un pourcentage qui est préétabli. Puis s'il y a un dépassement de coût, là, habituellement, finalement, la limitation du risque de l'entrepreneur se limite au profit qui est anticipé sur le projet. Donc, c'est ça, c'est comme l'ultime, finalement, des modes collaboratifs, là. Ça prend, comment je vous dis, ça prend vraiment l'implication à 100% de tout le monde. Ça prend de la bonne foi de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les professionnels, c'est le client, c'est l'entrepreneur. Des fois, il y a des sous-traitants aussi dans certains projets qui sont ultra spécialisés. Ben, il peut y avoir des sous-traitants qui sont amenés finalement dans l'équipe pour qu'ils puissent, exemple, prendre en charge un procédé industriel ou un procédé d'usine d'épuration d'eau. Donc, c'est vraiment l'ultime de la collaboration. C'est quand même rare, ce type de projet-là. Je ne veux pas trop passer de temps dessus.
Sinon, les projets Alliance. Écoute, c'était la première fois que je voyais ce titre-là, mais en gros, c'est quand un client décide d'aller avec un entrepreneur. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, il y a un entrepreneur qui finalement dépose une proposition sur un projet. Habituellement, quand ça arrive comme ça, ben, les entités publiques, on doit négocier directement avec l'entrepreneur en question. Ben là, on peut parler au niveau je vous dirais, on peut parler au niveau du mode contractuel, du contrat en tant que tel. C'est vraiment là, de sélectionner quelqu'un pour sa capacité, pour ses compétences. Puis ça, c'est pour des types de projets qui n'ont jamais été fait. Mettons qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas personne qui est capable de prendre le risque ou de gérer le risque ou de personne qui a fait une telle affaire, ben, regarde, un client peut dire, ben, moi, là, je pense que mes meilleures chances de réussir sont avec l'équipe X. Ben, il engage l'équipe X. On s'entend finalement sur une rémunération. Puis c'est sûr que l'entrepreneur est un petit peu à risque habituellement pour qu'il y ait des incitatifs à ce que le prix soit le plus bas possible. Donc, c'est vraiment un autre type de projet qui est très peu utilisé. Ça convient au projet d'envergure quand les risques sont difficiles à cerner, quand les risques sont trop importants. Ça, c'est une approche là, sur, je vous dirais, la confiance là, qu'on a les meilleurs joueurs, puis on les met sur la glace, puis on joue ensemble, puis pour le meilleur du projet. Ça ressemble à ça pour ce mode-là, mais comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est très, très utilisé. C'est bon pour les profils de risque élevés. Sur ce, François, je voudrais te remercier à toi et à toute ton équipe et aux gens de Pomerleau d'avoir participé à ce webinaire. C'était très intéressant, mais surtout, c'était très instructif pour tous les participants. Et je voudrais surtout remercier tout le monde qui ont assisté à la séance. Alors, merci encore et à une prochaine, François.